Je sais pas combien il fait chez toi, mais il fait 30 degrés. 30 degrés, allez. Pareil, frère de température. Et ben, bienvenue dans le podcast, Julien. Salut Xavier. Ça va ? Ouais, je suis content d'être de ce côté-là du micro et un peu intimidé, honoré de passer chez toi. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Et l'honneur est clairement pour moi. Tu as commencé avant moi. Je pense que ton podcast est plus fourni, plus positif même que le mien. Et tu vois, quand ça m'arrive, quand je suis un peu stressé ou anxieux, justement, d'aller écouter 2030 Glorieuses pour changer un peu d'axe. Parce que mon axe, pour les auditeurs, c'est plutôt la pédagogie et la compréhension des enjeux. Et l'axe de Julien, c'est plutôt comment est-ce qu'on fait pour justement rêver au futur et proposer une alternative qui nous enchante. Et donc, ça fait du bien. On enregistre cet épisode sur la 3e vague de canicule. Donc, on a tous les deux chaud au moment où on se parle. On se parle à distance. C'est assez rare dans The Big Shift. Voilà, je suis une des seules personnes en France à être tombée malade a priori sous 40 degrés. Donc, cet épisode se fera un peu en parlant du nez, mais c'est pas trop grave. Aujourd'hui, on va parler de rêve. Tu viens de sortir un livre qui s'appelle À quoi rêvons-nous, où tu reprends la thématique de l'imaginaire. En fait, comment est-ce qu'on peut créer une société qui nous va, qui nous convient, dans laquelle on se projette, dans laquelle on est heureux, si on n'a pas les imaginaires qui vont avec, si on n'est pas incapable de l'imaginer, cette société. Et donc, toi, tu as écrit ce livre-là qui permet d'imaginer une version, alors que ce soit des utopies, que ce soit des futurs probables, des futurs possibles. Tu as imaginé cette version de ce à quoi pourrait ressembler notre futur, et notre futur assez proche, parce que ton podcast s'appelle 2030 Glorieuses et pas 2100 Glorieuses ou pas 2050 Glorieuses. Et donc, on peut se projeter relativement proche dans le futur avec ton projet. C'est intéressant qu'on fasse cet épisode en ce moment parce que j'ai enregistré avec Augustin Morel le mois dernier pour travailler sur les imaginaires, mais sur peut-être un silo spécifique des imaginaires qui est le solarpunk. Et donc là, on va passer du côté un peu micro où on a une technique d'imagination du futur à en fait un truc un peu plus macro où on va parler des futurs, des imaginaires. Donc ça va être super intéressant. Et dans ce livre-là, Julien nous parle a écrit des futurs aussi, des projections. Et donc, si vous restez jusqu'à la fin de cet épisode, vous en aurez évidemment des petits morceaux dont on va parler. Donc, restez là si vous voulez une belle touche de positif. Dans ton livre, tu commences par ouvrir sur une phrase qui est assez marquante. En gros, tu expliques que le rêve a glissé du côté de l'impuissance, c'est-à-dire que quand on est rêveur aujourd'hui, on n'est plus quelqu'un qui projette quelque chose sur le monde, un projet, une vie. Quand on dit mon rêve c'est de, c'est plus quelque chose qui est visiblement positif, mais c'est plutôt une personne qui s'extrait du monde tel qu'il est aujourd'hui. Et donc on voit beaucoup plus le rêve comme quelque chose d'ingénu, d'impuissant par rapport à une volonté de projet. Est-ce que c'est le constat de départ ? Alors déjà, ton introduction m'a donné envie d'intervenir 8 fois en disant non mais attends, tu sais, non mais alors du coup je me mets déjà dans la tête d'arriver à caler mes réponses dans les réponses que je vais faire à toutes les questions qui viennent. Sacré challenge. Et là il y a deux podcasteurs l'un face à l'autre, donc ça va digresser de toute façon. Ouais, c'est clair. Pour répondre à celle-ci de question, moi j'ai besoin de partir de moi pour parler de quelque chose, pour me sentir légitime, pour extrapoler et prendre un sujet et tirer un fil. Et donc là, en l'occurrence, dans le livre, ce que je fais, c'est que je pars de mon expérience personnelle, de celle de mon entourage, et je me rends compte, en tout cas, dans mon expérience, je viens d'un milieu plutôt populaire, je suis issu de l'immigration, que quand on faisait les courses, à Continent, puisque ça s'appelait pas Carrefour à l'époque, le magasin s'appelait Continent. Ma mère, elle allait juste après avoir fait les courses au tabac presse en face
vraiment de la caisse pour acheter sa grille de loto. Et c'était son moment à elle où elle pouvait s'autoriser à rêver. Elle se disait, waouh, t'imagines. Ensuite, sur la route, en général, elle disait, bah, quand j'aurai gagné au loto, on s'achètera une nouvelle voiture, on pourra enfin partir en vacances, et puis on pourra terminer la maison. Et puis, en fait, elle rêvait. Et à chaque fois, je me disais, mais c'est fou qu'en fait, qu'on ait besoin d'associer la possibilité d'avoir beaucoup d'argent à celle d'être enfin heureux dans sa vie, et que demain à nouveau soit synonyme de waouh, de génial, de gain, de victoire. C'est pour ça d'ailleurs que le podcast et l'atelier s'appelle 2030 glorieuses, c'est référence aux 30 glorieuses. Et les 30 glorieuses, moi je les ai découvertes à travers mes grands-parents qui eux sont passés de livrer du charbon à avoir des métiers qui étaient un peu plus décents. Et quand on faisait les gnocchis le dimanche ensemble, ils nous racontaient, tu vois, leurs 30 glorieuses, et comment mon grand-père il est passé du vélo Peugeot à la Vespa, à la Simca, et petit à petit les congés payés et les premiers les premiers jours à la grande motte avec les enfants et la possibilité de leur payer des études. Tu vois, ce moment où on se disait mais qu'est-ce qui va m'arriver de génial. Et donc c'est pour ça en fait, pour répondre à ta question, que je suis parti de ça en me disant mais c'est fou qu'en fait nous maintenant à notre époque, le rêve ça soit une rustine sur un monde qui va mal, une rustine sur un quotidien qui semble être trop lourd, trop pesant, trop difficile, et qu'on ait besoin d'avoir la possibilité de gagner, là en l'occurrence beaucoup d'argent avec le loto, pour avoir un temps de respiration qui va nous repermettre de plonger dans le quotidien. En partant de ça, puis ensuite des sondages que je voyais commenter sur les journaux comme Le Parisien, de me dire mais attends, il y a un truc qui marche pas, parce que pour moi le rêve c'est un élan collectif, c'est un pays qui se soulève, c'est quelque chose de plus beau, c'est se mettre au service d'un truc qui nous dépasse, tu vois. Et là je le voyais individualiser ce rêve, et comme un médicament plutôt que comme une étincelle. Et ça je le comprenais pas. C'est ça qui a nourri mon questionnement, mon podcast, mes ateliers et le livre du coup, en sachant que je dis mes ateliers 2030 glorieuses parce que j'en suis à l'origine, mais aujourd'hui on est 600 animatrices, que c'est un gros mouvement, que ça nous dépasse, que c'est en Europe, bref, donc si je dis mes ateliers, c'est aussi ceux que moi j'anime dans un mouvement collectif qui me dépasse largement. Et donc du coup ce rêve pour toi effectivement, et c'est un rêve qui est passé, je dirais, avant on rêvait au futur, tu vois, tu disais ta mère qui disait quand j'aurais gagné au loto, c'était pas vraiment si je gagne au loto quand même. Et donc on passe d'un rêve au futur à un rêve qui est plus conditionnel, à un rêve, c'est à peu près ça, hein, qui nous permet de nous extraire. Aujourd'hui, tu penses qu'on peut encore imaginer des futurs qui sont différents de celui qu'on nous impose ou pas? Non seulement on peut, c'est ce qu'on propose dans l'atelier 2030 glorieuses. Je vais beaucoup y faire référence parce que c'est là où je passe l'intégralité de mon temps dans les 2030 glorieuses. L'atelier 2030 glorieuses, c'est des dizaines de milliers de personnes qui remplissent à chaque fois un carnet de bord. C'est ça qui a nourri aussi le travail derrière le livre. Donc le livre, il sort pas juste de ma tête, il sort aussi de mon expérience, mais surtout des centaines, des milliers de rêves qu'on a collectés. Donc c'est pas que de moi cette idée de se projeter vers demain, ça existe, c'est en train de se passer. Il y a d'autres formats associatifs, organisations qui font rêver. Les futurs proches, la fresque des nouveaux récits, il y a l'Institut des futurs souhaitables qui fait un super travail à ce sujet. Il y en a plein, Imagine 2050 et tout, bref. Et donc on peut, ça marche dès que les Françaises et les Français, on leur dit arrêtez d'être Françaises et Français pendant 2 heures, ne commencez plus vos phrases par oui mais par ici, comme le dit Rob Hopkins. Alors là, il y a un truc incroyable qui se passe de tous les âges, de tous les milieux, de tous les territoires. Enfin, il y a vraiment un truc qui se passe, c'est possible. On est utopistes, nous, les Françaises et les Français. Mais en fait, on doit. Parce que à l'époque, elle est de plus en plus terrible. Chaque année, on se dit c'est bon, on a atteint le fond de la piscine, et chaque année, on se dit non, il y a des trous de balles, pardon, je suis un peu vulgaire, qui sont là pour creuser les fonds, quoi, et pour nous faire que collectivement, on ait l'impression en fait de tomber dans un puits qui est sans fond. Et donc, on a ce besoin de s'extraire de cette époque par le rêve pour se dire mais en fait tout ce qu'on se raconte là, c'est qu'une histoire. Et la théorie de Steve Bannon de flooding the zone with shit, d'inonder la zone de merde, ça provoque une sidération qui fait qu'on a l'impression d'être spectateur du monde, alors qu'en réalité, on n'est pas spectateur du monde, mais on a besoin de se raconter les mondes de demain pour commencer à transformer le présent. Et là, malheureusement, on est dépossédé de cette capacité à refaire de la politique du pour. Pour moi, rêver et faire de la politique, c'est en fait un peu la même énergie, les mêmes prémices. Et donc, j'insiste sur le « on doit ».
Tant qu'on n'arrivera pas à se dire demain en mieux ça sera ça, on n'arrivera pas à l'atteindre parce que notre espèce, l'humanité, elle se raconte des histoires. C'est une espèce fabulatrice. Si on se dit demain c'est pire, en fait, on va préparer le pire. Au mieux, ça sera moins pire. Mais moi, le moins pire pour mes enfants, ça me suffit pas. Je veux du mieux. Et donc, j'ai besoin de me raconter le monde en mieux. Encore, je te révèle toutes les coulisses, Xavier. Ce midi, j'ai mangé en écoutant une interview de Rudy Gobert en équipe de France parce que j'aime bien le basket et je suis un peu là. Ils avaient des rendez-vous pour préparer les prochaines échéances. Je crois que c'est les mondiaux. Et Rudy, tu vois, il était interviewé sur le fait que c'est un petit gars de Saint-Quentin qui jamais aurait pu imaginer aller en NBA, sauf que lui, il était persuadé qu'il allait y aller et donc il a cité ce truc de moi j'ai visé la lune, comme ça au pire j'allais sur les étoiles, tu vois. Et là je me suis dit mais en fait Rudy Gobert il est prêt à partir en 2030, il a tout compris. Sauf que ça, en général, on le célèbre quand c'est au niveau individuel, voire collectif à l'échelle d'une équipe. Bon, voilà, les Françaises, les Français, par exemple, là pour le mondial, eux, ils rêvaient d'être champions du monde. C'est un rêve qui est ok. On a rêvé d'être champion olympique quand les Jeux étaient à Paris. Ça, c'était ok. Quand c'est individuellement, on rêve de créer une super boîte, on rêve d'être millionnaire, j'en sais rien. Ça, c'est ok. Mais quand collectivement, on se dit, nous, on rêve d'une société en mieux, là, on nous dit, mais non, arrêtez les rêveurs, arrêtez les utopistes. Faut être dans le vrai monde. Faut être dans la réalité, on veut du réalisme et du pragmatisme. C'est fou quand même, non? Voilà. Et c'est aussi ça que je voulais questionner de pourquoi c'est pas ok de rêver le monde en mieux. Ça me semble être en fait assez légitime, désirable, souhaitable et même louable de se dire moi je rêve d'un monde où le vivant ne crève pas sous la canicule. Je rêve d'un monde où les enfants pourront décider de ce qu'ils voudront faire pour leur futur. Je rêve d'un monde où etc. etc. Surtout quand on sait que le discours le plus connu et le plus célébré, c'est justement moi j'ai un rêve de Martin Luther King. Et donc là, c'était cette dissonance que je comprenais pas, que j'ai creusé dans le livre et que je creuse finalement depuis quelques années dans l'atelier 2030 Glorious. C'est marrant. Tu dis dans le bouquin justement que les Français sont très pessimistes à un niveau collectif, c'est-à-dire que si on prend le collectif, tout le monde pense que la société va plutôt au mauvais sens. Je crois que c'était des chiffres assez impressionnants de 80%. Ouais. Et en revanche, quand tu leur demandes à un niveau individuel, les gens disent non, moi ça va. Donc en gros, c'est un peu ce que tu reprends. Mais les gens globalement, individuellement, se sentent plutôt bien là où ils sont, mais ils ont l'impression que la société part à volo, quoi. D'où est-ce que ça vient, tu vois? Est-ce que ce rêve, qu'est-ce qui a changé depuis les 30 Glorieuses pour qu'on se dise que tout va mal? Alors, c'est pas moi qui le dis, ça, tu vois. C'est ça aussi qui était chouette avec le travail du livre, c'est que ça m'a permis de creuser la théorie, ça m'a permis de plonger dans les études, dans les rapports. Et notamment de me rendre compte que la Fondation Jean Jaurès et l'Obsoco, Observatoire Société et Consommation, font ce travail, tu vois, de la perception du futur, du rapport collectif versus individuel. L'Obsoco, je vous invite à aller à tes souhaits. Vous ne voyez pas Xavier puisque vous nous écoutez en podcast, mais effectivement, je confirme, il est malade. Il a coupé son micro. Je suis de retour. Et donc du coup, je disais, l'Obsoco a fait un super travail. Je vous invite à aller creuser ça, justement, de projection utopiste et de voir comment les Français jouent avec l'avenir et quels sont les avenirs les plus désirables pour les Françaises et les Français, en effaçant, on va dire les chapelles de notre époque. Et c'est fou de voir que l'Obsoco le confirme depuis 2-3 itérations maintenant. C'est l'utopie écologiste, je mets des guillemets, qui est celle qui est en fait la plus plébiscitée, la plus soutenue. Et donc tout ce qu'on vit avec les 2030 Glorieuses, ça venait à être confirmé par des rapports de fondations qui bossent sur ces sujets avec des milliers de personnes aussi depuis longtemps. Ça m'a fait beaucoup de bien de lire ça. Et pour répondre à ta question, Xavier, en fait, c'est fou de se rendre compte que en fait, on n'est pas pessimiste, nous les Français. On est juste un peu fataliste quant à la capacité de nos décideurs économiques et politiques nationaux à se mettre au service du commun, se mettre au service du collectif, se mettre au service de notre époque et des générations à venir. Et donc, on sait ce qu'il faudrait faire, mais on sait aussi que nos élites ne vont pas le faire. Et donc, forcément, on se replie sur là où on a du pouvoir. Et donc,
je pense que plus que pessimiste, on pourrait dire qu'on est fataliste, ou on est conscient, des stratégies de domination qui sont à l'œuvre actuellement. Mais donc, on revient sur là où on a de la place, là où on a du pouvoir, et c'est sur nos vies individuelles. Et là, on a le sentiment d'avoir plus de contrôle, et donc on se déclare être plus heureux. Maintenant, j'ai aussi essayé de faire ce travail un peu d'analyse géopolitique, historique, économique, de pourquoi on est passé d'une époque où tout était possible à 2026. Et quand on sort de la Seconde Guerre mondiale, il y a le Conseil national de la résistance qui a écrit Les Jours heureux. Et forcément, dans un pays qui a été ravagé, où il y a énormément de confort de base qui n'est pas accessible pour la majorité des Français, bah, tout est possible. Et le collectif se met au service de cette volonté de mieux vivre. Mieux vivre pour ton éducation, pour l'éducation des enfants, mieux vivre pour ta santé, mieux vivre pour les choses de base comme pouvoir avoir l'eau courante dans ta cuisine, rapprocher les toilettes de ton logement, plein de choses qui, à l'époque, étaient loin d'être acquises. Et petit à petit, en fait, on s'est aussi laissé piéger par cette consommation. Au début, le confort, il était louable, il était compréhensible au moins. Bien sûr qu'on avait envie d'avoir le frigo dans la cuisine, bien sûr qu'on avait envie d'avoir la lumière dans notre chambre. Et petit à petit, en fait, on s'est laissé piéger par ce toujours plus. Et là où la consommation était une occasion de faire en sorte que collectivement, on ait des vies qui soient meilleures, en fait, petit à petit, elle nous a piégés dans cette individualisation de la poursuite du confort, avec des micro-améliorations qui, en fait, à chaque fois passent de mode. Maintenant, on le voit en quelques 6 mois. Et donc, à un moment, consommer, c'était synonyme d'amélioration de la vie. Et maintenant, consommer, c'est un piège dans lequel on a un mal-être profond. Et de plus en plus, d'ailleurs, de Françaises et Français rejettent cette surconsommation dont on sent qu'elle nous fait du mal. Et la question aujourd'hui, c'est maintenant qu'on voit à quel point le modèle, comme il a été créé, il nous a amené vers ce vide. Comment on se dit que c'est pas la fin du monde, mais la fin d'un monde, et comment on se rend compte qu'en réalité, c'est le travail que je fais avec les 2030 Glorieuses, les voies de sortie, elles sont déjà là tout autour de nous, et que les 2030 Glorieuses, c'est pas tant le sujet de les faire sortir de terre que de les faire changer d'échelle. Il y a un truc quand même sur cet imaginaire. Tu dis à quoi rêvons-nous? Donc là, on a déjà validé que déjà on rêve bien, puisque du coup il y avait un peu cette question de est-ce qu'on est encore en capacité de rêver, tu vois? Et là on valide qu'on effectivement on rêve bien, et le à quoi rêvons-nous, il pose aussi la question de d'où viennent ces rêves qu'on a. Tu parles de surconsommation, de dérapage. En fait, qui est capable de nous faire rêver? Comment? Et pourquoi est-ce que c'est ce modèle-là qui a pris le pas? Alors oui, on rêve bien et on rêve mieux quand on nous crée les conditions pour le faire. Et donc là, dans l'atelier, on prend 2 heures hors du temps, on crée un lien de confiance avec les animateurs, mais aussi avec les participants, et on n'est plus menacé par l'autre. Et donc là, en quelques minutes, on rêve mieux, on rêve de soi, pour soi, mais aussi par soi, en partant de soi. C'est hyper important, parce que comme tu le dis dans la deuxième partie de ta question, nos rêves, ils sont en fait influencés et forcément influençables. Et donc, à notre époque de j'allais dire de surcommunication, d'infobésité, comme le dirait Anne-Sophie Novelle, forcément, on est bombardé de milliers de messages qui nous invitent à rêver, mais pas pour nous et pas par nous. Et donc, à travers le marketing, qui est de partout maintenant, omniprésent, presque même dans nos lits, à travers nos téléphones, mais aussi par les séries, les films, on nous impose tout un imaginaire de la surconsommation, de la surcompétition, qui nous donne l'impression que la réussite, c'est d'être Tony Stark dans son Audi R8 avec sa maison euh, immense qui donne sur les falaises californiennes. Et que si on n'arrive pas à voir ça, alors on est des gros losers. Et donc, on rêve, nous, par mimétisme. On rêve en se comparant. On rêve en croisant les gens dans le quartier, en écoutant des histoires qui sont malheureusement quand même souvent issues de personnes qui ont un peu gagné le capitalisme, parce que ça vient d'Hollywood, parce que ça vient de milliardaires. Les publicités, elles viennent de grosses boîtes qui sont quand même souvent des multinationales, et qui jouent sur des leviers de confort, de
facilités dans lesquelles le monde, l'époque, qui est qui est particulièrement violente, anxiogène, fait que on a envie par facilité de se recroqueviller dans ces rêves un peu doudous dont on sait qu'en fait ils nous font pas du bien. Et donc la proposition aussi avec l'exercice de l'atelier de 30 glorieuses et le livre À quoi rêvons-nous, c'est de se poser d'abord cette question de est-ce que en fait les rêves sont les miens? Est-ce que moi, Julien Vidal qui parle à la troisième personne, quand il avait 20 ans, son rêve d'avoir une Ducati, c'était bien le sien, tu vois? Et en fait, il m'a fallu du temps pour comprendre que c'était pas mon rêve. Par contre, je sais exactement d'où il vient ce rêve, des magazines moto qui étaient posés sur ma table achetés par mon père, de Neo qui est avec Trinity sur sa Ducati noire, en train de se battre contre les méchants et de me dire: «Mais waouh, ça a l'air trop cool» et surtout la croyance, mais presque tatouée dans ma chair, que mon bonheur dépendra de mes acquisitions matérielles. Et ça, le capitalisme, il a réussi à presque créer ce lien d'évidence, presque comme si tout était collé, que être heureux, ça passe par acheter. Alors que petit à petit, plus je me suis posé la question de mes rêves, de ce qui me faisait vraiment profondément envie, ce qui venait de moi, de ma vibration profonde, je me suis rendu compte qu'en réalité, être heureux ou poursuivre mes rêves, c'était complètement décorrélé du fait de sortir ma carte bleue. Mais c'est donc un travail qui prend du temps, qui a besoin, c'est des milliers de conversations avec des personnes qui créent les conditions pour que ces conversations puissent exister. C'est du temps, c'est de l'ennui, c'est de la lecture, c'est de l'esprit critique aiguisé, c'est des erreurs, c'est des rallongis, c'est des prises de tête, c'est un travail, quoi. C'est vraiment un travail d'arriver à faire sortir ses propres rêves. Et c'est presque un travail de toute une vie, en fait. Aujourd'hui, tu aurais envie de partager tes rêves? Si je te demande du coup là maintenant tes nouveaux rêves qui sont plus la Ducati de Neo, de Matrix, ce serait quoi du coup? Je me rends compte qu'en fait, maintenant, mes rêves, c'est plus sur le quoi, c'est plutôt sur le comment. Hem et donc, mes rêves, déjà quand tu m'as posé la question là, je me suis toujours tout de suite imaginé quelque chose de collectif. Mon Ouais. rêve là, c'est, d'avoir enfin une société où la relation avec le reste du vivant, elle est plus apaisée, où on arrête de penser qu'on est en haut de l'échelle du vivant. Ça, ce serait quelque chose qui, moi, pour voir ça de mon vivant, l'humanité faire enfin preuve d'humilité et se remettre au milieu du vivant dont on fait partie, c'est un rêve, qui est un peu ambitieux, mais c'est un grand rêve que je porte. Même si il se voit de plein de manières déjà, dans plein d'endroits. Mais j'aimerais bien qu'il y ait cette élévation collective où on se dit: «En fait, oui, on sait pas tout et on n'a pas la réponse à tout» et parfois, l'absence d'action est la meilleure réponse. Créer de la place, montrer qu'on sait pas, tu vois? Ça serait déjà, super. Et après un rêve pour moi ou pour mon entourage, ça serait de passer beaucoup plus de temps au milieu du vivant, beaucoup plus de temps au milieu de la nature, comme on l'appelle encore en 2026. Parce que, là où je pose mon regard, même si je suis assez privilégié à Lyon, dans un endroit où il y a beaucoup de verre. L'essentiel, c'est du gris, l'essentiel, c'est du béton. Tu vois, j'ai ouvert la fenêtre avant le podcast. J'ai été obligé de le refermer parce que la rue à 30 mètres derrière, c'est des voitures, des motos, des bus et ça fait beaucoup de bruit. Et donc, mon rêve pour moi, ça serait d'arriver à être moins derrière tous ces artefacts technologiques et moins engoncé dans le béton. Comment elle se gagne cette bataille des rêves alors? Parce que alors tu disais oui, en fait une petite partie d'acteurs économiques un peu surpuissants qui sont capables Ouais. justement d'imposer Des un milliards et des récit. milliards, hein. Le jour où j'ai regardé, que le budget, pardon, je t'interromps Xavier, mais juste quand même, je te le dis, j'ai vu que le budget de Disney, Netflix était plus grand que le budget de la NASA, mais j'ai Ouais. halluciné, tu vois? Ouais, C'est ouais, et je dingue, crois que dans c'est les années colossal. 70, le budget pub, c'était 25 milliards, je crois, au monde, et dans les années 2020, on était plutôt à 1000 milliards. C'est incroyable, c'est Donc ça a incroyable. été augmenté par fois 50, quoi. Ouais, C'est monumental et surtout, c'est encore plus concentré aujourd'hui que ça ne l'était. Donc en fait, quand tu parles tout à l'heure ouais, de Hollywood, c'est des acteurs comme Warner, Disney, qui possèdent tu raison. la capacité d'influencer parce que c'est eux qui décident ce qu'ils ont envie de produire comme contenu. Ouais, Hem Et puis après, bon, en France, au-delà de la partie soft power, il y a aussi la partie informationnelle.
où là il y a une concentration énorme des médias et donc des milliardaires, des milliardaires, tout à fait, et donc là donc des angles sur l'actualité, sur le la cadrage société. médiatique, il est cata, ouais, t'as raison. Et donc ça joue aussi. Comment cette bataille des rêves, elle peut se gagner alors, tu vois, quand tu me parles d'un rêve collectif, à la limite, le rêve individuel, il est un peu plus atteignable, je veux dire, Ouais. en soi-même, mais le rêve collectif, comment est-ce que tu fais pour l'atteindre? Ouais. Si j'avais la réponse simple à cette question, Xavier. Et j'aime bien aussi l'idée de dire que c'est enfin, l'avenir est très difficile à lire et j'ai tendance à me méfier des gens qui sont capables de dire, bah, je sais exactement ce qu'il faut faire. Plan A, B, C, étape 1, 2, 3 et on aura terminé ça et c'est gagné. J'ai tendance à penser qu'on est beaucoup trop irrationnels, nous les êtres humains, pour le pire comme pour le meilleur, pour malheureusement être lisible quant à notre capacité à changer l'avenir et pour aller où et comment. Ouais. Malheureusement, plus je creuse ces sujets et moins je sais. Donc ça, c'est la première chose que je te dis. Et je pense que là, tu vois, je vais me prêter un tout petit peu à cet exercice et que dans quelques années, on pourra me ressortir cet épisode et me dire, bah, tu vois, Julien, t'as dit n'importe quoi. J'avoue d'avance que je me trompe sans doute. Et en plus, j'avoue aussi que je pense pas qu'on va réussir à gagner ou en tout cas à faire que ces nouveaux imaginaires, même si en réalité le terme de nouveau il me questionne vachement parce que dans les 2030 glorieuses souvent ce dont je me rends compte que c'est que tout est déjà là en fait, donc en tout cas ces nouveaux imaginaires dominants, si on pourrait le dire comme ça plutôt, je pense pas qu'ils vont réussir à s'affronter simplement et qu'il y en a un qui va gagner contre tous les autres qui font notre présent. Tu l'as dit, la machine en face, elle est trop puissante, elle est trop riche, elle est trop outillée pour que on fasse tête-tête en espérant qu'on sera plus fort. Il faut être plus malin, je pense que c'est vraiment du David contre Goliath. Il va falloir être plus malin et surtout, il va falloir se rendre compte que on a, nous les êtres humains, une envie d'agir par mimétisme et l'émotion comme une capacité à se mobiliser qui, j'ai l'impression, est assez évacuée par la sphère techno, capitaliste, qui joue plutôt sur nos peurs et notre flemmardise et les nouveaux récits bientôt majoritaires. J'ai l'impression qu'ils pourraient gagner à aller plus sur cette émotion positive. Voilà, ce qui manquait au terme émotion, c'est un qualificatif. Et donc, c'est quelque chose de positif, même si de temps en temps, on me dit, ouais, toi, avec les 2030 Glorieuses, t'es hyper optimiste. J'en sais rien si c'est vraiment aussi simple que ça. Mais je crois que peut-être, on a plus besoin de quelque chose qui soit désirable et surtout montrer qu'en fait, on n'aura pas un nouveau monopole. On n'aura pas une nouvelle monoculture. On n'aura pas un nouveau récit mondialisé. Au contraire, à mon avis, il est plus souhaitable de se rendre compte qu'on aura une permaculture des histoires, des modes de vie, même en France, même sur les territoires avec les biorégions et que on sera à nouveau dans un monde où les modes de vie changeraient radicalement en quelques dizaines, centaines de kilomètres et que je dis pas qu'on serait plus imperméable, mais en tout cas beaucoup plus connecté à notre territoire, aux histoires qu'on se raconte sur le territoire et ça va passer par une presse quotidienne qui soit plus forte, mais aussi la capacité à nous assumer cette capacité à raconter des histoires, à se mettre en scène, à porter des messages, à montrer les réussites. Ça, c'est la première chose. Mais en fait, j'avais même envie de te répondre en amont. Je pourrais le faire de plein de manières, mais j'ai envie d'insister là-dessus. Je parlais de cadrage médiatique quand je te faisais je réagissais sur ce que tu disais sur le fait que c'est 10 milliardaires qui possèdent 80% du flux médiatique en France. En fait, il faut qu'on s'aiguise, il faut qu'on aiguise notre esprit critique. Là, tu vois, il y a les feux qui sont en train de ravager la France, Fontainebleau, même si supposément le feu est fixé. Dans les médias traditionnels, de quoi on a parlé? De la responsabilité des personnes qui sont en fait responsables du feu. Et donc, il faut arrêter les barbecues. On déteste les gens qui jettent des cigarettes par la fenêtre. C'est de leur faute à eux, en fait. Et ce cadrage médiatique-là, il devrait nous apparaître comme ce qu'il est, une tentative de manipulation ou une infime partie de la réalité. Bien sûr que
les gens qui jettent la cigarette ou qui allument le barbecue en pleine forêt, ils sont pas malins et ils sont là pour embraser quelque chose dont les prémices étaient en fait déjà présentes. Et les causes de ce qui fait que ça s'est embrasé, que les pompiers ont pas pu intervenir aussi rapidement qu'ils le souhaiteraient, avec les moyens qu'ils le souhaiteraient, ça c'est au niveau politique, au niveau économique, c'est l'exploitation du vivant, c'est le fait de détourner l'eau, c'est le fait de pas donner suffisamment de moyens aux pompiers, c'est le fait, etc., etc. Et donc là, je pense qu'à partir du moment où on arrive à mieux nous éduquer tous et toutes à l'esprit critique, à la capacité à avoir les cadrages médiatiques et à lire les histoires derrière l'histoire qu'on nous propose, là, on sera aussi peut-être plus capable de décider par nous-mêmes plutôt que de plonger tête la première sur le fait que waouh, il fait chaud et donc on nous montre des gens en train de se baigner en Bretagne ou avec leur glace en disant oh ça fait quand même du bien un peu de soleil. Et on a besoin d'avoir une alerte à chaque fois qui nous dit mais ils sont sérieux, ils sont vraiment en train de parler de ça. Et le pendant de ça, c'est quand on a cet esprit critique qui est aiguisé, forcément, on n'a pas simplement envie de réagir en disant mais ils sont nuls les médias. On a envie d'aller vers des médias qui honorent un peu plus notre intellect et d'aller donc vers des médias indépendants qui existent déjà aussi. Il y a une super carte qui a été faite par l'Âge de Fer qui donne à avoir tout un tas de médias qui sont présents sur le territoire et qui font un travail qui est beaucoup plus à la hauteur de notre siècle. Je vous invite à aller la consulter, ça se trouve très facilement sur Internet. Dans ton entretien avec Lumière Laprec, tu retranscris dans le livre, elle parle surtout de l'imaginaire, alors des rêves, mais surtout de, un rêve sert à rien s'il y a pas un moteur pour le faire. Ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure sur c'est quoi l'ordre de marche pour gagner cette bataille des imaginaires? Il y a des moteurs à créer. C'est quoi les moteurs qu'on peut mettre en place, pour ça? Alors, dans le livre, toi, tu fais justement cet exercice d'imagination, je dirais, de récit, d'un futur un peu, un quotidien, comme il pourrait être, envisagé en 2030. Est-ce qu'il y a d'autres moteurs possibles, d'action? Là, moi, je reparle de moi. Je sais que le moteur de la colère, pour moi, il il est vite insuffisant. Il y a des gens qui arrivent vraiment à être mobilisés par la colère et à tenir longtemps grâce à la colère. Moi, je m'épuise très vite, quand, je suis en colère, même si là, en ce moment, je suis souvent en colère et j'ai besoin parce que la colère, elle me sidère aussi et donc elle m'immobilise. J'ai besoin de digérer cette colère pour me dire pourquoi j'ai envie de lutter plutôt que contre quoi j'ai envie de lutter. Mmh. Il y a besoin de lutter contre, il y a besoin d'arrêter les massacres, les destructions, de faire en sorte que cet ancien monde, il ralentisse, il disparaisse, il fasse de la place le plus rapidement possible, hyper important. Mais j'ai quand même l'impression que là, on a un peu atteint une sorte de plafond de verre, qu'il y a quelques pourcents de la population qui arrive à être dans cette colère du lutter contre. Et encore, depuis 10 ans que je suis mobilisé sur ces sujets, j'ai vu énormément de gens sortir. Burn-out militant, fatigue, impression de pas avoir suffisamment de sens parce que elle s'était trop limitée à la question de la colère et de lutter contre et qu'on a besoin du lutter pour. Et c'est un peu ce qu'elle dit, Lumière. On a besoin de lutter pour. On a besoin de comprendre que, en fait, on vaut mieux que ça. Et une fois Mmh. qu'on a cette énergie du on vaut mieux que ça, là, il y a un travail un peu critique à faire sur la mouvance écologique des 50 dernières années. Je dis 50 parce que c'est le rapport Meadows qui, pour moi, a été un marqueur un peu de cet essor pour ensuite comprendre qu'est-ce qu'on doit en garder, qu'est-ce qu'on doit célébrer, mais aussi peut-être abandonner certaines stratégies ou en tout cas les faire minoritaires et en adopter d'autres. Et notamment parce que la parole écologique, et elle a souvent été liée, elle a été souvent portée par des scientifiques qui nous disaient attention, si on continue comme ça va faire ça. Et le ça, c'était le pire, c'était les canicules, c'était les incendies, c'était les guerres, c'était des choses qui étaient essentiellement négatives. Si bien qu'aujourd'hui, écologie, c'est associé à quelque chose de pesant, de négatif, de lourd, d'anxiogène. Je lisais un livre là sur les vacances qui était justement écrit par Jean Viard et Gwenaël Gaud-Lobsoko et qui faisait ce témoignage assez paradoxal qui disait c'est fou parce que les Français essentiellement ils ont des pratiques écologiques
dans leurs vacances parce Ouais. que ils font des voyages à proximité, ils vont aller rechercher la nature, ils vont aller pratiquer des sports comme la randonnée, le vélo, ils vont aller faire du camping. Tout ça, ça pourrait être étiqueté comme étant écologique. Et pourtant, quand on leur dit qu'est-ce que vous recherchez dans vos vacances, la pratique écologique, elle revient quasiment en dernier. Ouais. Parce que l'écologie, c'est pas associé à quelque chose de positif. Les vacances étant le champ suprême du positif pour l'individu, pour le citoyen, la citoyenne, eh ben, il y a comme un truc qui grille dans le cerveau des gens et qui dit, bah non, bien sûr que non, je peux pas vouloir de l'écologie pendant mon temps de loisir. Et donc, ils préfèrent dire que, bah oui, bien sûr, ils ont besoin de créer du lien, ils ont besoin de faire des choses comme ça. Alors qu'en fait, à la fin, eux, ils analysaient les trucs et ils disaient, mais en fait, vos pratiques, elles sont éminemment écologiques. Et donc, on a besoin de reprendre le pouvoir des mots et de se battre même sur certains mots qu'on a un peu perdus. Et moi, souvent, je dis, mais en fait, les visions des demi-trente glorieuses qui sont partagées, Ouais. bah, elles sont en fait pas décroissantes, elles sont post-croissantes. On a fait cet exercice avec Timothée Paric de jouer dans la société demi-trente glorieuses post-croissance et post-croissante, et c'est tellement rempli de croissance. C'est génial. Les demi-trente glorieuses, elles sont sécuritaires. Parce que en fait, on est en sécurité parce qu'on a une alimentation de qualité saine, on respire une air et on boit une eau pas polluée, et donc tout ça, ça nous permet d'être en sécurité. C'est un monde apaisé où les enfants, ils ont de la place pour jouer. Enfin bref. Donc il y a des mots comme ça qui font qu'on reprenne, mais aussi, et je pense qu'il y a la question plus euh, contextuelle d'avoir des espaces de joie dans lesquels on va pouvoir euh, expérimenter les mondes de demain de manière positive. Là, il y a un travail qui est en train d'être fait pour que on ait des journées de célébration, de manifestation, de danse autour de ces mouvements. Il y a un socialter entier de cet été qui vient d'être dédié à la joie dans les mouvances qui nous concernent. Je pense qu'il faut aujourd'hui oser mettre plus d'énergie, plus de Ouais. recherche, mais aussi plus de soins à montrer à quel point finalement les mondes qu'on promeut, mais aussi en les montrant, en les expérimentant, en les incarnant au quotidien, c'est de la joie. Moi, en tout cas, je l'ai vu quand à l'époque, il y a longtemps en arrière, j'essayais de faire changer mes parents en les culpabilisant, ça ne marchait pas. Mon entourage, mes amis, ça ne marchait pas. Et le moment où j'ai au contraire pris la porte d'entrée de la joie, du goût, du plaisir, là, il y avait beaucoup plus d'envie, il y avait beaucoup plus d'entrain. Ça prend du temps, c'est sûr, mais ça nous permet, j'ai l'impression, de tenir beaucoup plus longtemps. Et en préambule de cet échange, Xavier, alors que le micro n'était pas encore lancé, tu me disais, il y a des trucs dans le livre où je me disais, on le verra jamais. Ouais. Et moi, j'accepte d'être un peu dans cette énergie des bâtisseurs de cathédrales qui se disent, on contribue à quelque chose dont on sait qu'on ne verra pas la fin. Mais c'est OK pour moi. Et ça n'empêche rien au fait que je sois joyeux d'y contribuer et que même si demain je gagne au loto, je changerai rien en fait. Je changerai rien du tout. C'est intéressant. Effectivement, oui, je disais en aparté que j'avais adoré les scénarios, enfin les histoires que tu racontais, et que parfois je les trouvais frustrantes parce que j'avais l'impression que c'était inatteignable. Mais du coup, Même si on n'en sait rien, hein, en même fait. si on n'en sait rien, Ça mais peut arriver beaucoup plus vite que ce qu'on croit. On n'en sait rien. et tu parlais de joie, et je trouvais ça intéressant dans un des récits que tu mentionnes sur une société du lien, en fait, notamment à niveau local. Tu parles de trucs hyper fun, des amis qui décident de faire le plus grand banquet du monde, qui sont en banquet depuis 3 semaines sans discontinuer. Oui, il y a encore de quoi s'amuser, de quoi rêver dans ce genre de choses. Euh, Est-ce que tout le monde, tu vois, je reviens sur ce que tu disais sur les gens qui souhaitent partir en vacances, qui ont des pratiques écologiques mais sans le savoir. Euh, est-ce que tout le monde peut atteindre du coup cet état de rêver du futur, notamment, tu vois, pour nous qui sommes plutôt euh, privilégiés, qui avons la chance de pouvoir travailler sur ces sujets-là. C'est presque un privilège de pouvoir se dire on a la capacité d'être oisif et de pouvoir l'imaginer. Tu parlais même d'ennui au tout début de l'épisode. Ouais. On a cette capacité de justement pouvoir réfléchir au futur, penser à dans 20 ans. Mais il y a plein de gens qui eux, n'ont pas cette capacité, tout simplement parce qu'en fait, ils rentrent du travail le soir, ils sont éreintés, parce que ils ont très peu de congés, parce que ils ont pas cette capacité de pouvoir se projeter plus loin, parce que
leur journée se termine, ils sont crevés Ouais. et en fait, c'est impossible pour eux d'imaginer 20 ans parce qu'ils ont du mal à imaginer la fin du mois, quoi. Mmh. Est-ce que du coup, ça s'adresse vraiment à tout le monde, cette capacité à rêver à un futur? Alors, désolé, je reprends un peu ce que tu disais et je suis pas d'accord sur le mot capacité. Ce que je vois avec l'atelier 2030 Glorieuse, c'est qu'on a toutes et tous la capacité de rêver un monde en mieux, Ouais, à condition d'avoir l'espace pour le faire. Et donc, la possibilité, c'est différent. Mais nous, l'atelier 2030 Glorieuse, on l'a animé dans je dis on, mais en fait, je pourrais carrément dire je, dans le casino le plus luxueux de Monaco, avec des millionnaires, mais aussi dans un centre de la Fédération des centres sociaux ou auprès de réfugiés qui, en fait, n'avaient pas tous et tout un toit, tu vois. ouais. Et à chaque Et ça, fois, tu récupères un peu les on a mêmes les mêmes rêves. envies, les mêmes, À chaque fois. À chaque fois, on a les mêmes rêves. Et ça, c'est en fait le plus grisant et le plus flippant. J'arrive pas à comprendre comment on a pu faire sécession les uns des autres, alors que intimement, au fond de nous, on a les mêmes rêves. On veut tous la même chose. Paf, je vous dis, vu le cache la fin. On veut plus de temps. On veut récupérer du temps. Parce que là, on sent qu'à notre époque, même si on travaille moins il y a 50, 100 ans en arrière, en fait, on a moins la possession de notre temps. Le temps, il est gâché, il est dilapidé dans des activités dont on a l'impression de ne pas avoir le contrôle, ou pris par des artefacts qui sont fabriqués pour en fait nous piéger. mmh, Et une fois qu'on a repris du temps, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie de plus s'immerger avec le vivant, en nature, d'avoir un potager, d'avoir d'aller observer les oiseaux, etc. Je dis ça parce que j'ai de la chance d'avoir un tout petit potager et qu'hier j'ai regardé Le Chant des forêts qui était incroyable de Vincent Munier et qui a été un vrai succès en plus, hyper positif de se dire ça, hyper enthousiasmant de se voir qu'il y a plus d'1,4 million, je crois, de Françaises et de Français qui sont allés voir des oiseaux chanter, le brame du cerf. Enfin, c'est 1 heure et demie d'images et de sons. Il n'y a pas énormément d'histoire, même si je trouve que l'histoire de la transmission, elle est chouette dans leur famille. Et ensuite, on peut passer plus de temps avec les gens qu'on aime. Et donc, tu vois que le parking il soit rempli de SUV, que ce soit des gens en costard avec leurs 4 téléphones posés sur la table ou des jeunes dans un IAE et qui eux ont plus une sacoche Lacoste, et ben en fait, on veut les mêmes choses. On veut les mêmes choses. C'est fou de se dire ça. C'est encore une fois, j'arrive pas à savoir si ça m'enthousiasme ou si ça me ou si ça me désespère. Ceci étant dit, pour répondre à ta question, je pense que effectivement, tout le monde a le pouvoir de rêver demain en mieux. Mais ouais, par contre, celles et ceux qui peuvent se le permettre, ils ont le devoir de le faire pour commencer à faire que ces nouvelles manières de se relier au monde apparaissent de plus en plus comme évidentes, majoritaires, tout en ayant le travail cette fois conscient que en fait on va naturellement pas être tous et toutes à porter la plume et donc au moment de raconter ces histoires, on a aussi besoin de créer des espaces pour que d'autres que nous, avec tout ce que tu évoquais d'inégalités économiques et mmh, sociales, puissent et culturelles, puissent se permettre aussi de porter la plume et donc créer des espaces, leur permettre d'avoir du temps, aller vers, tordre nos outils, tordre nos formats pour aussi qu'ils puissent utiliser leurs mots, se sentir légitimes. C'est sûr qu'il y a un travail parce que sinon en fait ça va être une nouvelle minorité qui va s'imposer sur une majorité qui aura eu l'impression qu'elle n'était pas apte à faire cet exercice alors que je le redis, tous et toutes, de tous les milieux, de tous les âges, toutes les expériences, de toutes les cultures, on arrive à rêver très rapidement, 10-15 minutes, tu sens que l'énergie dans les demi-30 glorieuses, elle est dingue. Et, ouais. c'est encore une fois hyper enthousiasmant ou hyper flippant qu'on n'arrive pas à plus se reconnecter. C'est pour ça que maintenant, quand je croise quelqu'un, plutôt que de lui dire comment ça va, je préfère lui dire: «Et alors toi, à quoi tu rêves?» ou «C'est quoi ton meilleur moment des dernières 24 heures?» J'essaie de raccrocher quelque chose d'autre parce que il y a besoin d'aller montrer à quel point on a on a des choses qui nous connectent profondément. Ouais. Il y a 2 choses là, ça me fait penser à en fait, on va pas vous faire les récits qui sont dans le livre. Pour ça, vous pourrez aller le lire bien évidemment. Mais
y a deux choses que je trouvais intéressantes. C'est que le premier, dans les récits que tu fabriques, sur plein de thématiques différentes, il y a deux choses qui reviennent souvent. C'est la transition de la valeur argent à la valeur temps. Donc ça, tu viens d'en parler. C'est un thème un peu récurrent, je trouve, dans les post-sociétés que tu présentes. Ouais. Et le deuxième truc, et je pense que ça a été un peu compliqué pour moi pour le valider en tant que chose réaliste, c'est que j'ai l'impression qu'on met un peu l'ego de côté. L'ego individuel, dans beaucoup de cas, il disparaît presque au profit d'un collectif qui est ultra positif. Mais dans les récits, j'ai trouvé qu'il y avait cette transformation et donc valeur argent vers valeur temps et cet ego qui disparaît. Et je pense que ça, c'est des choses que j'ai trouvé compliquées à imaginer à court terme. Je sais pas comment toi tu l'as vécu quand tu l'as écrit. Ouais. Alors oui, effectivement, en 2030 Glorieuse, on dit plus le temps c'est de l'argent, mais l'argent c'est du temps, parce que ce qui a le plus de valeur, on s'en est rendu compte, c'est le temps. Et ça, c'est déjà un peu présent en fait dans notre société. Il y a plein de gens, tu peux l'avoir la conversation assez facilement, même Ouais. dans ton entourage, qui se rendent compte que ma grand-mère, elle avait raison en fait. Mamie Odette, quand à l'époque elle me disait ça sert à rien de mourir le plus riche du cimetière, elle avait raison. Et ça, j'ai l'impression que c'est de plus en plus, tu vois, le refus de parvenir, la bifurcation des jeunes avant même d'avoir été diplômés, ou aussi, tu vois, à un moment, tous ces jeunes qui refusaient d'aller travailler pour des bullshit jobs. Enfin, il y a un truc là qui est en train de se passer par rapport à ça, j'ai l'impression. Même si c'est pas tout le temps évident, même s'il y a encore plein de gens qui malheureusement ne peuvent pas faire le travail qu'ils souhaiteraient faire, Ouais. parce qu'on Et a que c'est un besoin peu de un gagner une vie. élastique, ouais. Ouais. Première chose. Et la deuxième chose, je pense pas que la question ce soit une disparition de l'ego, mais au contraire, un contrôle de l'ego. On n'a pas besoin de le faire disparaître, au contraire, il est là pour plein de bonnes raisons, cet ego, mais il a besoin de se mettre en mode mineur pour permettre de prendre sa juste place dans le collectif. Et ça se pratique et ça s'entraîne. Ouais. Alors idéalement, ça s'entraîne dès le plus jeune âge, génial. Mes enfants ont le luxe suprême de pouvoir être dans des écoles avec une expérimentation Montessori qui soit pas trop chère, et donc ça, on voit à quel point, tu vois, il y a un apprentissage où comment on interagit, comment on gère les conflits, comment on exprime ses émotions, comment on communique. Il y a tout un tas d'espaces qui sont créés, des habitudes qui sont en train d'être prises, et c'est transformateur, vraiment, c'est hyper important, hyper impressionnant de voir ça dès le plus jeune âge. Mais il est pas trop tard, même pour des gens comme nous, parce que il y a des espaces où on peut apprendre la coopération. Et moi, j'ai vachement repris confiance en l'autre, en ayant conscience que c'est hyper compliqué, que c'est un joyeux bordel, que c'est presque même une sorte de chaos fertile qu'on va rechercher, mais qui est possible en suivant les formations de chez Fertile. Peut-être que tu as déjà entendu parler de ça. Ouais. Les Fertile, ils PACO. organisent notamment des formations exactement à la coopération, la posture apprenante à la coopération, la PACO. Ça se fait sur une semaine, c'est génialissime. Et là, en fait, tu apprends à interagir dans un groupe. J'utilise des mots qui font un peu peur, tu vois. PACO et CNV, ça y est, tu vois, il y a des gens qui nous écoutent qui disent, mais en fait, non, c'est pas pour moi ça. Ouais, Et ouais. il y a d'autres espaces où on peut très bien apprendre à gérer le collectif et à le vivre. Et, tu vois, j'ai joué au basket toute ma vie. J'ai découvert le 3-3. Le 3-3, c'est mixte, c'est auto-arbitré. On aurait pu parler, peut-être que tu as déjà entendu parler de l'Ultimate Frisbee. Et Ouais. dans ces sports-là, en fait, sans t'en rendre compte ou presque, tu fais l'expérimentation de la coopération. Tu t'auto-arbitres, tu dois du coup t'auto-gérer, et tu dois faire en sorte que les personnes de tous les physiques, de toutes les tailles, de toutes les rapidités, de tous les niveaux puissent prendre plaisir à jouer. Moi, je vous invite à aller vers ce genre de nouveau sport où on a de la mixité, où on a de l'arbitrage collectif. Ça permet de commencer à toucher du doigt ce dont on vous parle et à vous permettre ensuite de vous sentir légitime pour, pourquoi pas, aller suivre la PACO ou ce genre de choses qui sont géniales. On est en train de toucher un peu à ce que tu racontes dans le bouquin, qui est de remuscler notre cerveau utopique. Alors, je sais plus exactement comment tu le formules. Ouais, Euh, muscler notre muscle utopique, mais ça fait 2 fois muscler, t'as raison, ça marche pas. donc voilà, oui, c'est un truc comme ça, mais l'idée c'est de remuscler nos utopies, quoi. Donc là, c'est effectivement une première possibilité de le faire. Donc effectivement, la coopération. Dans le bouquin, tu mentionnes beaucoup d'exercices pratiques à faire au quotidien. Est-ce que tu peux nous en divulgacher 2-3 autres, histoire qu'on reparte avec des conseils et des actions un peu concrètes? Ouais, avec plaisir. Effectivement,
à force de faire vivre des ateliers de Mythe Glorieux, je me suis rendu compte que là où, tu vois, dans les fresques, on acquiert des savoirs, dans l'atelier de Mythe Glorieux, on développe une compétence. Et c'est pas la même chose. Une fois qu'on a fait la fresque 2-3 fois, on tourne un peu en rond, tu vois. La même fresque en tout cas, parce que maintenant il y en a une centaine ou moins. Mais quand on a fait un atelier de Mythe Glorieuse, on peut venir à un autre le lendemain. On vivra encore une expérience différente parce que en fonction de notre état de forme, de ce qu'on aura entendu, de ce qu'on aura lu, des gens qui seront là, on aura un exercice qui sera complètement différent. Et donc cette compétence, elle s'exerce. C'est pour ça que on a fait la métaphore du muscle utopiste. Et pour que on l'entretienne, ce muscle, effectivement, j'ai plusieurs recommandations à vous faire, dont une première qui est un peu détournée. Je suis persuadé que l'utopie collective, elle est nécessaire pour qu'ensuite on la remplisse de nos rêves individuels. Sauf que dire utopie collective, avant d'attaquer la question utopique, il y a la question collective. Et de plus en plus dans notre époque, on est dans des bulles avec des gens qui nous ressemblent. Et donc on a, même si on a des bons principes, une sorte de méfiance qui se met en place quant à l'autre différent. Par son âge, par son milieu social, par ses pratiques culturelles. Et donc, ce que je vous invite à faire, c'est un exercice que moi j'adore faire, c'est d'aller vous prendre un café dans un PMU par exemple, ou d'aller faire des courses dans un quartier dans lequel vous allez jamais. Si vous avez les moyens, allez pour les Parisiens du côté du Bon Marché ou j'en sais rien, allez voir un peu ce qui se trame là-bas, ou encore mieux, tu vois, à un moment je parle encore de Paris parce que j'y ai vécu un moment. Moi je vivais à Château-Rouge. Et vous allez dans la rue africaine et vous faites les courses là-bas et c'est trop bien parce que du coup ça permet de rencontrer des gens différents, d'avoir des interactions qui sont différentes et de redonner le goût de l'autre, de la curiosité de la différence. Ça c'est hyper important pour pas se sentir menacé par justement l'aspect collectif et de se rendre compte qu'en fait c'est une force. C'est une force parce que ça permet d'avoir ensuite une utopie qui sera elle beaucoup plus, je sais pas, j'avais envie d'utiliser le mot chatoyante, mais c'est vrai quoi, nuancée et complexe et donc plus épaisse, plus robuste, je pense. On pourrait faire le lien avec la robustesse d'Olivier Hamon assez facilement. Ensuite, encore un peu à côté, pardon, mais c'est de reprendre le contrôle sur le temps. Tant qu'on aura, ça marche pas, c'est pas du tout radiophonique ce que je fais, mais nos putains d'écrans de téléphone partout avec nous, tu vois, là, j'ai même pas eu besoin de me lever, mon téléphone était juste à côté de moi. Alors que normalement, je suis chez moi et que normalement, il est dans un endroit fixe où justement, je peux pas le prendre dès que je m'ennuie et que mon premier réflexe, c'est de me saisir de mon téléphone parce que j'ai construit cette pulsion-là et que c'est hyper dur de la réfréner. On a besoin de s'organiser pour recréer des espaces d'ennui et donc d'éloigner nos téléphones. On peut les contrôler au maximum. Moi, j'ai mis des trucs de temps d'écran, de limite. J'ai installé des applications de dumb phone qui permettent de... J'ai fait tout ça. Mais en fait, je me rends compte que le plus simple, c'est de l'éloigner physiquement de moi. Et donc, j'arrive chez moi, je le pose à un endroit. Là, avant qu'on se parle, j'ai répondu à un appel, donc je l'ai laissé. Et là, c'est sûr que à la fin de notre échange, Xavier, le premier truc que je vais faire, c'est je vais scroller sur ah non, je t'interdis. Insta, tu vois. Non, mais c'est sûr. Mais je le sais, tu vois. Et donc, j'essaie de m'organiser pour pas le faire. Mais donc, si on arrive à reprendre comme ça 10, 15, 20 minutes, on a l'impression que dans une journée, c'est pas beaucoup. Mais c'est hyper important. Moi, par exemple, quand j'ai un rendez-vous, quelqu'un arrive en retard, j'ai réussi maintenant à me forcer, à prendre l'habitude de me forcer de pas sortir mon téléphone et de laisser divaguer mon esprit, de regarder les gens qui passent. Et à chaque fois, les gens arrivent en s'excusant, en me disant « je suis désolé, je suis en retard, ça fait 10 minutes et tout ». Et moi, je les remercie à chaque fois en leur disant « mais te rends compte, tu m'as permis d'avoir 10 minutes d'ennui. » où mon esprit a pu vagabonder et ça peut sentir le sarcasme vu de l'autre côté de la personne qui arrive. Et pourtant non, c'est vraiment sincère. Donc ça c'est le deuxième conseil, d'arriver à dégager. Je vous demande pas, enfin moi j'ai 1h30 de temps d'écran par exemple, je vous dis pas de faire en sorte de diviser son temps d'écran par 2, mais d'arriver à grappiller 15-20 minutes comme ça peut être assez facile au début et de décider de les investir pour rien. Bien sûr, encore mieux de jamais mettre son téléphone dans sa chambre et ce genre de choses pour pouvoir bouquiner, etc. Ça vient nourrir la troisième suggestion qui est sur la partie utopiste. C'est comme quand on jouait au Lego. Je sais pas si toi t'as joué au Lego quand t'étais gamin ou peut-être encore maintenant. Moi, j'y joue encore un peu d'ailleurs. Et en plus, la chance que j'ai, c'est que mes enfants commencent à être suffisamment grands pour qu'on y joue. Et donc, c'est trop bien. Et donc, les utopies, c'est comme des Lego. Il y a besoin d'avoir des briques. Il y a besoin d'avoir des briques de toutes les tailles, de toutes les formes, de toutes les couleurs.
Et en fait, j'aurais pu même reprendre cette métaphore sur les 2 autres points. Il y a besoin d'avoir des joueurs avec qui faire ça, parce que je trouve que faire des Lego avec d'autres, c'est plus puissant, et il y a besoin d'avoir du temps pour jouer au Lego. Bref. Et donc, sur cette question des briques de toutes les tailles, de toutes les couleurs, et ben là, il faut aller les chercher, et ça se trouve dans les histoires et dans les médias. Et donc, il faut faire une sorte d'analyse informationnelle de qu'est-ce qu'on laisse rentrer dans nos têtes et qu'est-ce qui passe devant nos yeux. Et finalement, en une journée, qu'est-ce qui m'a donné à voir le monde? Est-ce que c'était contrôlé ou pas? Si c'est contrôlé, est-ce qu'il y a une sorte d'équilibre? C'est génial si vous faites en conscience le travail d'aller voir ce qui se dit sur Le Figaro ou ce genre de choses. Si vous êtes pas forcément sensible à ça, au moins ça vous permet d'avoir d'autres points de vue. Mais aussi, du coup, si on se fait le travail d'avoir un point de vue un peu de tous les différents bords, bah, qu'est-ce qui vient aussi nourrir ma vision positive du monde, de ce qui se passe déjà? Et donc d'aller vers des médias dits à impact, parce que je disais Socialter tout à l'heure, mais ça pourrait être Reporter, ça peut être Vers le Média, ça peut être tous les médias papier de l'âge de fer, ça peut être Uzbek Erika, enfin il y en a plein maintenant. Je suis sûr que toi t'en as cité plein de fois dans tes Ouais, épisodes, complètement. Xavier. Et donc ça permet déjà de se rendre compte que les mondes de demain, ils sont déjà en émergence. Les podcasts, on serait aller écouter Victoria Guillemont de Nouvel Œil, enfin il y en a plein des gens comme ça qui font ce travail de révéler ce qui est déjà là et ce qui est en germe et ce qui est en train de grandir, de croître. Et ensuite d'aller vers des fictions qui donnent à voir le monde en mieux. Et ces fictions-là, moi j'ai pas réussi trop à les trouver encore sur un écran. Elles sont rares. Quand à un moment, je sais pas si tu as vu passer ce dessin animé Arco, les gens disaient Ouais. c'est un dessin animé hyper utopiste, c'est incroyable et tout. Je l'ai vu, je me suis dit quoi utopiste? C'est pas du tout utopiste. C'était pour des bribes ça et là, un peu des visions positives, mais bref. Et donc, ça se retrouve dans les livres, et je te dis ça et je me retourne parce que sur la gauche, là, j'ai plein de livres que vous ne voyez pas. Mais là, ça bouge sur les livres. Et il y a maintenant des maisons d'édition comme les éditions de la Mer Salée qui sont spécialisées dans les récits utopistes. Mais en fait, il y a plein de choses bien. Je parlais du travail de Jean Viard avec les éditions de l'Aube. Là, je suis dans une nouvelle maison d'édition qui s'appelle les éditions du Faubourg, qui fait ce travail aussi génial. Ouais. Dans des maisons un peu plus installées comme Le Seuil, Actes Sud. Enfin, je vais pas faire le travail de toutes les cités parce que je vais en oublier. Et que ça soit en plus des essais, des romans ou aussi des romans graphiques, il y a de plus en plus de BD qui sont avec des visions de demain chouettes. Et moi aussi, ça me fait du bien de temps en temps pouvoir passer par l'image. Et c'est un travail, c'est un vrai travail. Ça doit être fait en conscience. Il y a une sorte d'équilibre. C'est presque un régime à faire, de créer un peu du vide sur toutes les informations anxiogènes, de temps en temps en particulier parce qu'elles sont vraiment trop dures et on se dit mais j'en peux plus là d'entendre parler des incendies, je plus d'entendre de parler de Gaza et d'Ukraine et tout, et c'est ok de prendre soin de soi, mais c'est pas un refus en fait du présent, c'est juste d'arriver à mieux équilibrer et d'aller chercher aussi toutes les occasions de se dire mais ouais, il y a déjà tout ça qui se passe. Allez vous abonner à la newsletter de Rob Hopkins, elle est en anglais mais elle est hyper facile à lire. Enfin, il y a plein de travail qui est fait dans ce sens-là et qui moi me permet de continuer à utiliser l'utopie comme une boussole de demain et et souvent je dis que en fait je cours après mon moi du futur maintenant grâce à ces exercices-là, parce que je suis en 2030 glorieuse, j'imagine très bien ce qui pourrait advenir, et donc bah il y a ce mouvement naturel qui se crée et après ça devient presque automatique. C'est un peu de travail au début, ça prend du temps. L'objectif c'est pas de créer de la frustration, donc j'insiste vraiment là-dessus. Il faut y aller en étant humble et en voyant ça comme une transformation de fond. Mais une fois que vous aurez posé des bases solides, vous allez voir qu'en fait il y a un vrai changement, même dans ses émotions, même dans sa capacité à être en relation avec soi-même, avec les autres, et que je pense que c'est une base qui est nécessaire pour ensuite changer d'époque vraiment. Merci beaucoup. Si tu m'autorises à en donner peut-être un dernier, moi, que j'ai trouvé très simple et très sympa aussi parce qu'il crée du lien, c'est oser aller demander à ses voisins leurs rêves pour votre quartier en Mmh. 2030. Aller en discuter, juste de vous dire pour toi à quoi ça ressemblerait la meilleure version de notre quartier. Et je trouve ça assez cool parce que c'est ultra concret à l'endroit où on habite, donc c'est vraiment un lieu qu'on a investi. Ça permet de créer du lien avec des voisins en essayant de comprendre, parce qu'en fait j'ai l'impression et moi je vis dans un appartement à Paris, il y a une dizaine de logements dans l'immeuble. Euh,
Alors on se connaît un peu, on se croise souvent, on prend des verres de temps en temps, mais je sais pas du tout ce qu'ils aimeraient, dans quoi ils aimeraient vivre. Ça se trouve, en fait, on vit tous à cet endroit-là avec tous un peu le même. Tu disais, on a tous les mêmes rêves. Ça se trouve, on a tous les mêmes rêves, mais on se projette pas ensemble dedans. Et du coup, en fait, on vit dans notre immeuble comme il est aujourd'hui, mais comme on aimerait tous qu'il soit demain. Et je trouvais que c'était un très bon truc à faire parce que juste se poser cette question-là dans un endroit qui est très spécifique, dans lequel vous vivez, que vous avez déjà investi, ça permet d'accélérer énormément ce muscle utopique, je pense. Et surtout d'avoir là la possibilité d'expérimenter le oui et. Tu vois, parce que ça se trouve, ton voisin, il va te dire, en fait, moi, mon rêve, ce serait que on puisse avoir un espace où on se partagerait nos objets ou nos livres. Toi, c'est pas du tout ton kiff, tu vois. Et donc, toi, t'as plutôt envie de l'entendre dire, non, ce serait de faire descendre des plantes de la façade et que le premier truc sur le trottoir sur lequel on donne, ça soit un petit espace de potager partagé. Et en fait, le rêve de ton voisin, il est pas en opposition à ton rêve. Ouais. Et donc, tu vas pouvoir lui dire, oui, trop bien, je vais t'aider pour ça et on va le concrétiser de telle manière. Et mon rêve à moi, ce serait qu'on fasse ça. Et si en plus on arrivait à faire en sorte que, et on peut souvent combiner les rêves aussi. Et ça, c'est assez chouette. Trop bien. Merci beaucoup pour cette note positive. Allez parler à vos voisins. Au-delà juste de créer des rêves, ça crée du lien et je pense que c'est aussi quelque chose dont on a besoin. Merci beaucoup d'avoir été dans The Big Shift, Julien. On retrouve ton lien donc aux éditions du Faubourg. Qui s'appelle « À quoi rêvons-nous ?» On vous mettra bien sûr tous les liens en description. Je vous dis que c'est un très bon livre pour l'été, l'ayant lu moi-même il y a quelques jours. Donc n'hésitez pas à le prendre sur la plage pour aller rêver un peu au futur. Vous allez voir, ça fait du bien. Tu as dit ton lien, alors au lieu de dire ton livre, mais j'ai adoré parce que en fait c'est vraiment un livre qui est là pour créer du lien, tu vois, c'est pour créer des conversations, c'est pour l'offrir à son voisin ou à son grand-père et dire tiens regarde j'ai vu ça, et ça crée des conversations. Les gens le font beaucoup en ce moment comme ça, des personnes qui me disent je l'ai acheté et je l'ai distribué à mes frères et tout, et comme ça nous permet d'avoir enfin de nouvelles conversations. Donc j'ai bien aimé le fait que tu sois trompé de mots. Merci. Et tu vois, lapsus, je m'en étais même pas rendu compte. T'inquiète. À très bientôt. Quant à nous, on se retrouve dans quelques semaines pour un nouvel épisode. Je prends une petite pause cet été parce que je travaille sur un nouveau projet dont je vous ai rapidement parlé dans l'épisode précédent autour de l'industrie, de l'écologie et de la bataille culturelle, de la réindustrialisation. Et vous verrez les tout nouveaux épisodes qui vont sortir, qui vont s'orienter un peu vers ces sujets-là dans les prochains mois, sachant que ça va être un très, très gros projet sur lequel je suis maintenant plus tout seul. Je vais être accompagné par une scénariste, par un vidéaste, et ça va sortir sur YouTube et vous allez voir, ça va être absolument incroyable. Restez bien connectés sur The Big Shift parce que ça sort assez bientôt. Ciao! C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre, ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.